Silence. Ici, le sang a coulé. Voici Madrid. Un tiers de la ville est en ruine. Mais 1 million de personnes vivent derrière les barricades de la capitale de l'Espagne. Ils mangent ce qu'ils trouvent. Ils dorment où ils peuvent. Ils accomplissent leurs tâches quotidiennes, confiants dans les hommes qui gardent leur ville. Parfois, en apparence, tout semble presque normal. Il faut admettre que c'est l'une des choses que les dictateurs fascistes réussissent très bien. Après leur journée de travail, les habitants de Madrid s'entraînent dans des terrains vagues. No pasarán. Ils ne passeront pas.
Même les enfants jouent à défendre leur ville. Menuisiers, boutiquiers, boulangers, machinistes, cordonniers. Leurs fils et leurs jeunes frères aident tous à bâtir les barricades. L'eau ruisselle dans la terre espagnole et du blé a été semé à l'arrière des lignes, de la nourriture pour le front. Bien que la mort puisse survenir à tout moment, la vie continue. Semaine après semaine, heure après heure. L'Allemagne et l'Italie veulent l'acier espagnol pour fabriquer des armes. Le charbon espagnol pour les vaisseaux de guerre. Du cuivre, du plomb, du mercure et du zinc. Hitler veut du fer, Mussolini veut du charbon. Redoutant l'effondrement des immeubles autrefois bâtis pour les abriter, de nombreuses familles trouvent refuge dans les montagnes avoisinantes. Les grottes dans lesquelles ils vivent sont froides et sombres. La nourriture manque. L'eau est à plus de 3 kilomètres et cela dure depuis des mois. Ici, des enfants sont nés et des vieillards sont morts. Pour sauver les terres et les gens, les hommes combattent. Certains sont morts. C'est un cimetière de volontaires internationaux.
Des hommes sont venus de tous les pays du monde pour défendre les valeurs de la démocratie et pour faire de Madrid la tombe du fascisme. Des Espagnols, des volontaires exilés allemands et italiens marchent aux côtés de l'armée de la République, et des Français et des Belges, des Anglais et des Irlandais, des Tchèques et des Hongrois, des paysans espagnols et slaves contre les propriétaires qui ont ruiné les villages, des mineurs espagnols et polonais contre les généraux qui font la guerre aux enfants. Espagnols, Américains et Canadiens marchent sous les ordres du général Miaja contre les fascistes qui ont attaqué un gouvernement élu. L'armée du peuple, marchant au feu. Les soldats écoutent le commandant Lister, ancien maçon en Galice. Après 1 an de combat, nous nous sommes reposés 2 semaines. Après 1 an de combat, nous sommes de retour, mais cette fois pour attaquer. C'est la saison où le soleil fait rougir les olives. Aujourd'hui, même les olives semblent saigner. Mais un jour, une fois notre victoire acquise, il n'y aura plus en Espagne ni violence, ni bain de sang. Certains d'entre nous mourront avant, mais les autres doivent vivre pour accomplir des tâches encore plus grandes. Car lorsque cette guerre sera finie, l'Espagne sera notre Espagne. Pour cette raison, toute vie est doublement précieuse. Officiers, n'oubliez pas que ce sont vos frères que vous menez au combat. Si leur sang est versé, c'est celui de vos frères. Chaque vie est sacrée pour l'avenir de l'Espagne. L'armée du peuple marche au combat. Ces hommes s'avancent vers la mort violente. Ils possèdent le courage ancestral des hommes qui se battent pour la liberté et pour leur pain. Des blessures par shrapnel à la tête et au visage. Des rafales de mitrailleuses perforant les corps. D'atroces blessures laissées béantes par les bombes explosives. Chaque centimètre de terrain se paie par le sang. Une unité d'ambulance américaine, à 200 mètres des tranchées, sur des routes pilonnées par les tirs d'obus. Un médecin américain soigne les blessés, touchés en défendant la route de Valence, lien vital vers Madrid.
Les docteurs s'empressent de recoudre les plaies béantes. Les minutes sont précieuses. Le sang est précieux. Les ambulances se précipitent, amenant les blessés vers les tables d'opération, où les chirurgiens travaillent dans des conditions inconnues en temps de paix. Voilà un hôpital américain. Les blessés ont perdu leur sang. À l'arrière des lignes, des personnes se tiennent prêtes à combler ces pertes. À l'Institut hispano-canadien de transfusion sanguine, les donneurs attendent pour donner leur sang. Grâce à ces bras est constitué, litre par litre, un inestimable réservoir de sang humain, s'écoulant vers ces veines épuisées. Les Canadiens entament leur mission journalière, mêlant compétence et charité. Les routes sont dangereuses, balayées par de l'acier volant. Le camion transportant le sang avance vers le front. Le véhicule est camouflé. Dans cette guerre, la Croix-Rouge est inutile. Les fascistes la considèrent comme une excellente cible. Aucun retard n'est possible. Le temps, c'est du sang.
Du sang pour le front de Jarama. Du sang pour les hommes de Morata. Du sang pour le combat crucial à Grenade. Du sang pour les bataillons se battant dans les cols montagneux de Guadarrama. Du sang pour les troupes en état de choc à Guadalajara. Une destination. L'un des 6 hôpitaux du front dirigé par le docteur Edward Barsky de l'American Medical Bureau. Le personnel de l'hôpital a attendu l'arrivée du camion de sang. Le docteur Pitt accueille le docteur Béthune. La transfusion peut commencer. Droit du cœur de l'Espagne, du sang. Du sang pour redonner la vie. Héro Escobedo rend visite à Enrique Galán, le garçon qui a reçu son sang. Il sera bientôt à nouveau dehors, au soleil. Il remarchera. Une nouvelle forme d'amitié voit le jour, renforcée par les liens du sang.